les écologistes associés au stalinisme, il y a une comparaison qui ne paraît pas du tout évidente. Ils n'ont pas de filiation affichée avec l'ex-bloc communiste de l'Est. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Ils n'ont pas de filiation affichée, c'est exact, et c'est la raison pour laquelle j'ai classé, encore une fois, cette filiation dans le cadre des impostures. Mais il faut remonter effectivement, historiquement, à la chute du bloc soviétique pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Au début des années 90, il y avait donc deux idéologies qui coexistaient dans le monde, l'idéologie capitaliste et l'idéologie communiste. Contrairement aux apparences et à l'appellation plutôt inquiétante de guerre froide, la cohabitation entre le bloc de l'Est, comme on l'appelait à l'époque, et la société occidentale avait fini par trouver un équilibre relativement satisfaisant pour les deux parties. La partie communiste, donc stalinienne, ayant renoncé à exporter sa révolution à l'extérieur, suite à l'application de la fameuse maxime de Staline, le socialisme dans un seul pays, devenu ensuite dans plusieurs pays à partir de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on avait attribué à l'URSS une influence géographique déterminée et délimitée par des frontières. Et donc le libéralisme qui renonçait également de son côté à envisager de convertir par la force ou par la persuasion le bloc communiste de suivre sa façon de mener l'économie et la politique proprement dite. Donc les choses étaient assez bien réparties. Les différents mouvements de gauche communistes qui existaient dans les pays du monde libre, entre guillemets, n'ont jamais ne constituaient pas un réel souci, un réel problème, un réel danger pour les gouvernements libéraux, dans la mesure où il y avait ce statu quo non dit, ce statu quo de fait, tacite, entre les deux blocs. L'implosion, car il faut parler d'une implosion du bloc de l'Est, n'est due en rien, ne fut en rien le résultat d'une démarche voulue et concertée des différents pays libéraux. Le capitalisme s'est posé la question, après 90, de savoir si finalement c'était une bonne chose que le communisme ait disparu. Le communisme en fait n'avait pas disparu, les régimes communistes, eux, avaient disparu, mais restaient bien entendu tous les mouvements qui se reconnaissaient de lui, et ces mouvements restaient orphelins, restaient sans ligne directrice, et, je dirais, bons à prendre. Simultanément, les premières contestations de la société de développement industriel, la société à dominante croissante, ont été développées à partir des années 70-80 par les mouvements écologistes. Ces
ces mouvements n'étaient pas sous-tendus par une vision politique de la société. C'était, on pourrait dire, des mouvements techniques qui s'opposaient à une volonté systématique de croissance et l'installation de certains types de fabrication d'énergie et de certains types de modification des pratiques de l'agriculture. Donc la contestation écologiste prenant de plus en plus d'ampleur, le problème se pose petit à petit de leur application dans la vie politique. D'un autre côté, tout ce qu'on vient de dire sur l'implosion des pays de l'Est et sur le reliquat non négligeable de militants qui se retrouvent désemparés et orphelins de la disparition corps et biens de la maison mère, on pourrait dire, de leur doctrine, commence à s'intéresser au mouvement des écologistes. Et petit à petit, les mouvements écologistes qui au départ sont des mouvements, je le répète, encore une fois, des mouvements qui sont des manifestations antinucléaires, des manifestations contre l'agriculture industrielle, petit à petit, ces mouvements sont, si on veut employer un terme politique, on dirait sont infiltrés. Bon, il n'y a pas de volonté globale d'arriver à faire quelque chose, il n'y a pas un objectif précis, les choses se font petit à petit, le paysage se met en forme de façon spontanée. Toujours est-il que ces réfugiés de la vie politique, comme je les appelle, se retrouvent petit à petit en nombre de plus en plus important dans les mouvements écologistes. Ce qui fait que le personnel, la composante sociologique de ce mouvement se modifie petit à petit dans les années 90 pour commencer à développer des raisonnements qui relient la contestation technique de la société industrielle à la contestation des mécanismes sociopolitiques du capitalisme. Autant de raisonnements qui n'existaient pas au début dans les années 70. Donc nous arrivons au terme de mon raisonnement qui montre bien que les anciens staliniens... Alors, il faut bien comprendre que le mot stalinien indique le régime communiste qui prévalait en URSS et dans les pays de l'Est avant les années 90. On sait bien qu'il y a eu Staline, et puis Khrouchtchev, et qu'il y a eu et Brejnev, et qu'il y a eu la déstalinisation sous Khrouchtchev, mais tous les analystes politiques savent bien que la déstalinisation à la Khrouchtchev n'était qu'une affaire une affaire superficielle. On a reproché après coup à Staline d'avoir installé le culte de la personnalité, et afin que l'URSS soit fréquentable au niveau géopolitique, il convenait que se débarrasse de l'étiquette de Staline. Mais le système stalinien, le système du centralisme démocratique, du centralisme démocratique à la Staline, et pas du centralisme démocratique tel qu'il avait été conçu au départ par Lénine, ce système de gouvernement a bien entendu perduré sous Khrouchtchev et sous Brejnev. Il n'y a pas de différence sensible entre la façon de mener la politique entre Staline et ses successeurs. C'est la raison pour laquelle j'ai convenu
nommer les communistes post-chute de l'URSS des staliniens, pour plus de commodité et pour mieux illustrer le rapport des forces. Donc, voilà le raisonnement qui m'amène à dire que les écologistes sont les héritiers des staliniens sur le plan politique. Dans l'hypothèse où les écologistes viendraient au pouvoir, pourquoi leur faire un procès d'intention sur leur manière totalitaire de gouverner éventuellement? Un procès d'intention, c'est un procès d'intention, c'est une analyse, plus qu'un procès d'intention, et c'est une analyse qui se base sur des faits précis. Alors, le raisonnement que je viens de tenir concernant la filiation non affichée, mais réelle en termes d'analyse politique, entre les écologistes et les staliniens, les communistes, tout naturellement peut conduire à imaginer qu'ils emploieraient la même façon de gouverner, la même façon de faire de la politique, s'ils venaient au pouvoir ou s'ils avaient une participation significative et déterminante dans la direction d'un pays, dans un gouvernement. Ce totalitarisme, cet autoritarisme, ce despotisme, que personne ne conteste pour ce qui concerne la gestion stalinienne, peut effectivement ne pas paraître évident quand on parle des écologistes, ceux-ci pouvant avoir dans une partie de l'opinion l'image de gentils, de gentils jardiniers cultivant leurs légumes sans produits chimiques, de gentils industriels ne voulant pas utiliser des énergies polluantes, et non pas d'ogres communistes appliquant la coercition sur le peuple. Malheureusement, dans les faits, il y a lieu de s'inquiéter des comportements politiques que pourraient avoir les écologistes s'ils étaient réellement au pouvoir. Ils sont aujourd'hui un petit peu au pouvoir, puisqu'ils participent au gouvernement de la France actuellement, et bien qu'ils ne s'occupent pas d'écologie, ils axent l'essentiel de leur action sur la coercition. L'activité des écologistes, il faut bien le reconnaître, ne se voit que par la pression fiscale qu'ils proposent, les interdictions qu'ils suggèrent, et voire les punitions qu'ils promettent. Je n'irai pas jusqu'à les soupçonner d'être des Khmers verts comme certains ultras pourraient le faire, mais il y a quand même lieu de s'inquiéter quand on voit leur façon de traiter les contradicteurs. Je pense notamment à l'affaire du réchauffement climatique, qui maintenant est devenu leur paradigme, leur ligne directrice, et qui ne souffre pas la contradiction, à tel point que
Madame Duflot, récemment, a employé le terme de négationniste pour qualifier les climato-sceptiques. Lorsque je fais une comparaison entre ce que risquaient les opposants à Staline à l'époque où il était au pouvoir, les opposants qui avaient le courage d'afficher leurs opinions risquaient le goulag et allaient d'ailleurs au goulag, je fais cette comparaison avec les foudres des écologistes qui s'abattent sur tous ceux qui contestent, par exemple. C'est quand même exagéré comme comparaison. Alors, je le goulag pas. avec les foudres... Alors, au contraire, ma comparaison est très modérée, puisque si j'avais voulu muscler la comparaison, j'aurais dit sous Staline, quand on n'était pas d'accord, on allait au goulag. Sous Duflot, quand on n'est pas d'accord, on va en prison pour négationnisme, puisque je vous rappelle que le négationnisme est sanctionné par une loi républicaine et prévoit des peines de prison. Donc je ne suis pas allé jusque-là, j'ai dit qu'on risquait les foudres. Mais je pense que j'aurais pu dire qu'on risquait la prison, qui est assez proche du goulag, bien que les prisons maintenant modernes et la télévision, que du temps du goulag on n'avait pas la télévision, donc ça fait une petite différence, mais c'est la stricte réalité, c'est la stricte vérité. Donc j'ai été plutôt modéré, puisque je dis qu'on risquait, si on contestait les vérités qui sont affirmées par les écologistes mais qui ne sont pas prouvées, si on contestait ces vérités, on risquait les foudres des écologistes, c'est-à-dire la critique, l'insulte, des insultes qui peuvent aller jusqu'à des termes extrêmes comme criminel. Nous avons des exemples d'écologistes qui ont qualifié de criminels les gens qui émettaient simplement des doutes sur les conclusions du GIEC. Hein, c'est-à-dire, prenons un cas précis, si je doute que, si je pense qu'il y a un réchauffement climatique, mais que je m'interroge sur le fait que ce réchauffement soit dû à l'homme ou sur le fait que ce réchauffement soit dû simplement à un phénomène naturel, si j'ai ce doute, d'après les écologistes, je suis un criminel. Bon. Donc, il faut quand même bien appeler un chat, et nous pouvons être raisonnablement inquiets sur la façon de faire des gens qui tiennent de tels propos, si d'aventure ils venaient réellement au pouvoir.